Madame, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons dans le cadre du débrief de l'actu. Diffusion en direct de Yaoundé. Et comme vous le savez, tous les mercredis, en compagnie de nos invités, nous allons mener la discussion autour d'un sujet d'actualité. Et au menu de cette édition du débrief de l'actu sur les antennes de Canal 2 International, nous parlerons économie. Nous parlerons de l'inflation qui poursuit sa tendance haussière en zone CEMAC selon des prévisions faites par le comité de politique monétaire qui a tenu lundi dernier ici même à Yaoundé sa 3e session ordinaire sous la présidence d'Abbas Mahamat Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Alors, quelques chiffres à retenir des projections de l'organe. Le taux d'inflation projeté à 4,2% en moyenne annuelle cette fin septembre pourrait atteindre les 5,2% au mois de décembre prochain, soit 2,2% de plus que le seuil de 3% admis par les critères de surveillance multilatérale de la CEMAC. Dans un contexte international marqué par une inflation toujours élevée et le resserrement généralisé des politiques monétaires dans le monde, les Camerounais devraient-ils s'attendre au pire? Quelle incidence sur ce plateau? On commence par un chercheur, son nom, le docteur François Ngane Tonier. Il est chercheur, bien sûr, docteur PhD, spécialiste des problématiques de développement lent des pays africains et auteur très prolifique avec à son actif pas moins de 9 ouvrages. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Janice, et bonsoir aux co-panélistes, à Rostand et à M. Nzé qui sont là. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est un plaisir d'être parmi nous. C'est un plaisir pour nous aussi. Vous avez écrit, vous êtes l'auteur du livre Le Guide pratique en macroéconomie, les 13 C de l'économie moderne. Et on espère bien sûr bénéficier de votre analyse sur ce plateau. Et puisqu'un économiste peut en cacher un autre, on accueille notre deuxième invité. Il s'agit de Luc Rostand Mbangue Ewane, économiste également, nous le disions, président d'un groupe de réflexion appelé R-Eco. C'est quoi R-Eco? R-Eco, bonjour d'abord. Oui, bonsoir. Bonsoir Jadis. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Et bonsoir aussi aux compagnons qui sont là. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour partager ces analyses que nous allons faire sur la thématique de l'inflation. R-Eco, c'est le diminutif du raisonnement économique, qui est en fait un groupe de réflexion, un think tank créé depuis 2019 par moi-même et un certain nombre de mes collègues économistes et chercheurs, des entrepreneurs et aussi des experts du monde économique, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans les administrations privées. Ensemble, nous réfléchissons sur les problèmes de développement de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Donc, constamment, nous proposons au gouvernement, comme aux hommes d'affaires, un certain nombre de propositions qui permettraient d'améliorer le bien-être économique de nos concitoyens. Vous êtes donc un influenceur à votre manière. Oui, c'est à ma manière de contribuer, n'est-ce pas, à l'édification et à la construction nationale. Merci. Troisième invité sur ce plateau, nous accueillons à l'instant M. Mboutou Ze. Il est expert en management, diplômé de l'Institut supérieur de management public. C'est vrai qu'on vous connaît comme influenceur, surtout dans le domaine politique, mais c'est en tant qu'analyste de la scène économique nationale que nous vous recevons ce jour. Bonsoir et bienvenue. Oui, bon, enfin, pas comme influenceur de la scène publique. Je suis politicien parce que je suis président de sous-section RDPC. C'est vrai que je participe de temps en temps à des débats d'actualité politique. Je profite de dire bonsoir aussi à mes copanélistes. Je suis très content d'être dans une mare de connaissances aujourd'hui parce que deux docteurs en économie, je pense que je rentrerai de chez moi vraiment très édifié aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de partager un panel aussi relevé.
En tout cas, passer ces civilités, nous allons peut-être prendre le premier élément qui nous permettra de replacer les propos d'Abbas Mahamatoli dans son contexte. C'était donc le 26 septembre dernier, lundi. Il présidait à l'occasion la 3e session du comité de politique monétaire. C'était ici même à Yaoundé. Chose vue, entendue et dite. C'est un élément signé Karel Mezatia Choya et Serge Alain Zebou. On se retrouve juste derrière. Arrêt majeur sur les prévisions mises à jour dans la sous-région. Un taux de croissance du PIB réel de 3,2% contre 1,5% en 2021, soutenu principalement par la croissance du secteur pétrolier, soit plus 1,9% en 2022, contre moins 8,2% un an plus tôt. Un redressement du solde budgétaire, bas engagement, donc compris qui deviendrait excédentaire à 0,5% du PIB en 2022, après moins 1,6% en 2021. Ce n'est pas tout. Un relèvement du solde de compte courant qui passerait de 0,7% du PIB en 2021 à 5,3% du PIB en 2022. La balance des risques de la CEMAC demeure cependant globalement orientée à la hausse. Un doigt accusateur pointé sur la persistance d'une inflation supérieure au seuil communautaire de 3%. En effet, les tensions inflationnistes ont récemment connu une accélération plus forte que prévu, en lien avec la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'augmentation des prix tempérée à court terme dans la CEMAC par des mesures de soutien budgétaire, notamment la subvention des produits pétroliers à la pompe et le gel des prix des biens de première nécessité. Au plan international, par contre, le comité de pilotage monétaire dit avoir pris note du ralentissement de l'économie mondiale. En effet, l'économie mondiale continue à subir des effets néfastes des tensions géopolitiques. En Europe, marquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en plus du ralentissement plus prononcé que prévu de l'économie chinoise. Information rendue publique à l'occasion de la 3e session ordinaire de l'année du comité de pilotage monétaire dont le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale est le président statutaire. Retour sur ce plateau en compagnie de nos invités pour décrypter cette actualité purement économique. On va commencer sans transition avec nos experts, des économistes chevronnés. De ce propos d'Abbas Mahamatoli, je commence avec vous, docteur François Ngantonier. Que faut-il retenir? Bonne ou mauvaise nouvelle? Les voyants sont-ils au vert pour la sous-région? J'en ai, c'est une très mauvaise nouvelle parce que lorsque déjà le taux directeur d'intérêt est supérieur au taux d'inflation dans une sous-région, bien dans un pays, c'est le citoyen lambda qui est en train de payer à la place de l'État. Vous voyez, donc c'est une très mauvaise nouvelle. Il faut remettre le pendule à l'heure. Il a essayé de ressortir quelques éléments, les subventions de certains secteurs. Donc moi, je pense que le secteur le plus approprié, voilà, pour les subventions, bien pour la relance totale aujourd'hui, doit être le secteur agropastoral. Parce que, vous savez, les prix des hydrocarbures, du pétrole, secteur pétrolier gazeux, ce sont des prix qui sont définis ailleurs, par la conjoncture internationale, par la politique et la géopolitique d'ailleurs. Mais nous avons une notion en économie qu'on appelle un avantage comparatif de développement durable. Aujourd'hui en Afrique, nous voyons que le seul avantage comparatif de développement durable est le secteur agricole, voire agropastoral. C'est le seul secteur à travers lequel on peut facilement investir des petits capitaux et produire en grande quantité, à bon prix pour la consommation et en bonne qualité pour la consommation locale. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que ce secteur est en arrière et nous parlons inflation qui est causée par quoi? La flambée des prix entre l'opération militaire qui se déroule en Ukraine par la Russie. Mais nous voyons que qu'est-ce qui fait flambler? Et puis on dit les prix des céréales. Et pourtant que nous sommes dans un continent qui est totalement agricole. Au Cameroun, nous sommes dans un pays où 70% des populations font dans l'agriculture. Nous sommes dans un pays où 50% du PIB camerounais provient de l'agriculture. Donc même le secteur pétrolier et gazeux n'équivalent même pas, ces secteurs n'équivalent même pas réellement le secteur agricole seul. Donc vous voyez que nous devons remettre le pendule et nous orienter réellement
vers une économie de production qui pourra nous faire bien jouer la balle lorsqu'il y aura des problèmes de conjoncture comme ça dans le monde. C'est l'objectif poursuivi par la SND 30 qui est actuellement implémenté par le gouvernement camerounais. Luc Rostand Mbangue, quelle lecture faites-vous de ces prévisions du comité de politique monétaire? Est-ce qu'il y a de quoi être optimiste? On ne va pas peut-être dire qu'il y a de quoi être optimiste, puisque d'après les projections de la Banque des États de l'Afrique centrale, d'ici la fin d'année, le taux d'inflation communautaire pourrait atteindre les 5%. Donc il n'y a pas de raison d'être très optimiste, puisque ça a une augmentation au point de vue macroéconomique de l'inflation. Maintenant, on ne doit pas être non plus alarmiste, parce que cette inflation n'est que de 5%. C'est vrai, ça dépasse les 3% de seuil qui est fixé par les critères de convergence de la CEMAC. On ne doit pas dépasser 3%. Mais il n'y a pas de quoi s'alarmer. On n'est pas dans une situation, par exemple, d'hyperinflation. Ça veut dire quoi concrètement pour le Camerounais lambda? Quand on dit le taux d'inflation, 5,2% concrètement dans le quotidien, comment ça va se ressentir? Il faut comprendre que ça, c'est des données, c'est des agrégats, c'est des données qu'on a compilées au plan macroéconomique. Au point microéconomique, c'est un peu plus différent que ça. Parce que tout le monde ne consomme pas les mêmes biens. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend un panier de biens que la plupart des Camerounais et des ménages de la sous-région consomment et on essaye de faire des analyses là-dessus. Mais chacun peut ressentir l'inflation en fonction de ce qu'il consomme. Quelqu'un qui ne consomme pas les céréales ne va pas ressentir ça de la même façon que quelqu'un qui consomme peut-être plus des végétaux. Donc chacun en fonction... Bon, mais comme c'est les céréales qui sont concernés actuellement, alors c'est pour cela que la plupart des Camerounais et les autres membres de la CEMAC sont concernés. Donc chacun va ressentir ça en fonction des biens. Si vous prenez par exemple les biens comme les biens immobiliers ou alors les services immobiliers, on ne va pas dire que la location a augmenté du même taux. Est-ce que les bailleurs sont venus entre-temps demander aux gens d'augmenter le loyer qu'ils doivent payer chaque mois, par exemple? Vous voyez un peu. Donc, c'est beaucoup plus les produits alimentaires. D'ailleurs, chez nous au Cameroun... Les produits de grande consommation. Oui, les produits alimentaires de grande consommation et beaucoup les produits qui sont importés. Ça a peut-être eu des effets sur les produits locaux parce que maintenant, quand vous allez même au marché, même les arachides qui sont produits à Bertois, on va vous dire que il y a la guerre en Ukraine. Et voilà, les commerçants profitent de ça pour aussi surenchérir, pour faire une spéculation. Donc cela veut dire que ces taux-là, du point de vue macroéconomie, c'est vrai, ça peut sembler, ça peut faire peur, mais du point de vue microéconomie, il faut donc diviser la population en fonction de ce qu'ils consomment. Certains vont ressentir l'inflation un peu plus élevée si dans leur consommation habituelle, c'est beaucoup plus les céréales ou alors les produits qu'ils consomment sont touchés par l'inflation. D'autres vont ressentir ça un peu moins. Donc il n'y a pas de quoi vraiment faire une apocalypse là-dessus, vraiment, pour le moment, je crois. En tout cas, l'information a été largement partagée dans les manchettes de nos journaux. Cette semaine, Boutouze, je reviens à vous pour décrypter cette actualité. Vous qui êtes un expert en management, on revient peut-être aux causes de cette inflation. À votre avis, à quoi est-ce dû? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cela des fautes de gestion? Faute de gestion de la part de qui? Enfin, vous savez, l'inflation peut arriver de façon conjoncturelle, tout comme l'inflation peut être provoquée par des acteurs du marché. Lorsque dans un marché, les gens créent la rareté, effectivement, les prix vont monter. Bon, et je crois que dans le contexte du Cameroun, il y a un peu les deux. C'est-à-dire, il y a la conjoncture, avec, on a relevé ça tantôt. Il y a, d'abord, nous avons encore les effets du Covid-19, parce que, vous savez, l'année 2020 a été très difficile, parce qu'il y a, à un moment donné, pendant près de 5 mois, il y a eu une baisse d'activité. C'est-à-dire que les gens sont restés à la maison, n'ont pas travaillé tout. Et lorsqu'une baisse d'activité de 5 mois, intense, comme on a connu en 2020, peut avoir des conséquences qui peuvent aller sur 2-3 ans. Voilà, c'est-à-dire que on minimise la baisse à l'immédiat,
mais ça a des répercussions qui peuvent aller jusqu'au moyen terme. Donc nous connaissons ça aujourd'hui, et puis on a relevé tous ensemble ici la fameuse guerre de russo-ukrainienne qui a véritablement créé l'inflation, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier, peut-être pas au même degré. Vous savez, avec cette guerre, il n'y a pas que les céréales, il y a les oléagineux, il y a même les matières premières agricoles. Le docteur parlait tantôt d'investir dans l'agriculture. Même les matières premières, notamment ce qui permet de booster la production. Docteur, comment... Les engrais. Oui, les engrais. Les semences. Voilà, c'est devenu... Les intrants agricoles et les engrais, c'est devenu un peu plus coûteux. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, et là j'insiste dessus, la spéculation que les gens font dans les marchés, parce que vous n'allez pas me dire que le bâton de manioc devrait devenir plus cher aujourd'hui parce qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est un véritable paradoxe. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des défaut de gestion? Moi, je pense même plutôt que depuis que l'inflation a commencé, le gouvernement met même plus l'accent. Parce que nous devons avoir parti du fait que le rôle de l'État central, c'est de donner le bien-être aux citoyens. Alors, si l'État ne peut plus assumer ce rôle-là, il cesse d'être un État. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'État du Cameroun va subventionner les pétroles à la pompe à hauteur de pratiquement 78 milliards en 2022, donc un peu plus de 6 milliards chaque année, c'est énorme. Donc moi je crois qu'au lieu de regarder si le gouvernement n'est pas fautif, moi je penserais plutôt que le gouvernement met un peu plus d'accent pour que cette inflation-là ne déborde pas. Parce que imaginez-vous un seul instant que le litre du carburant aurait augmenté à la pompe. C'est-à-dire cette augmentation du prix du carburant à la pompe devait avoir une répercussion générale dans l'ensemble des produits. Parce que dans le calcul de coût de revient de tout produit au marché, il faut associer le coût du transport là-dessus. Et si le coût du transport augmente, naturellement, il y aura une incidence. Il y aura une incidence très forte. Moi, je voulais féliciter le gouvernement et particulièrement le ministère des Finances qui se bat tous les jours pour pouvoir trouver cet argent qui permet de soutenir ce prix du carburant à la pompe. Docteur, est-ce que vous partagez cet avis au niveau des causes de l'inflation galopante? Boutouze a rappelé peut-être des causes qui seraient nationales, mais est-ce qu'il n'y a pas également des causes au plan international face auxquelles le Cameroun serait simplement impuissant? Bien sûr, comme il était en train, Janice, de le dire tout à l'heure, nous avons ici sur pied deux sortes d'inflation. Elle peut être spéculative, elle peut être conjoncturelle réellement. Les pays africains ils ne sont qu'en train de vivre les conséquences. Ils n'ont pas de moyens de se défendre, mais ils sont là, ils doivent vivre cela. C'est comme tous les problèmes au monde entier, les problèmes d'ordre climatique. Les Africains ont toujours des problèmes pourtant que nous ne sommes pas toujours en train de polluer l'atmosphère telle que ces pays-là. Donc nous sommes là aujourd'hui face à un dilemme, mais qui doit nous donner une leçon. Parce que si il parlait des programmes structurels macroéconomiques aujourd'hui, un État doit d'abord avoir des projets macroéconomiques structurels. À côté de cela, il y a la microéconomie. Je vous explique ça terre à terre. C'est comme l'organe, c'est le corps humain. Il y a l'anatomie et il y a la physionomie. L'anatomie, c'est la structure. Il y a la tête, il y a les membres, il y a ceci. C'est la macroéconomie. Maintenant, la physiologie, c'est le fonctionnement, c'est la microéconomie. Lorsque nous avons une mauvaise politique macroéconomique, c'est aujourd'hui que peut-être on cherche à relever les secteurs agro-pastoral qui a été délaissé hier. Mais c'est le seul secteur, je vous le rappelle, qui nous a fait avoir une croissance économique à 2 chiffres dans les années 80, avant la dévaluation forcée du franc CFA. Et pourtant, le Cameroun était dans une croissance à 2 chiffres. Mais comme nous sommes dans une monnaie sous-régionale, les Européens se sont décidés, en premier lieu la France, pour que la monnaie soit aussi dévaluée au Cameroun. Et pourtant, nous faisons une très bonne croissance. Vous savez, le vrai problème, c'est aujourd'hui, c'est un problème monétaire. Nous sommes dans une monnaie qui ne reflète pas
notre croissance économique. Parce que la valeur monétaire, c'est la productivité, c'est la croissance économique qui définit le coût réel d'une monnaie. Donc nous sommes aujourd'hui, malgré les efforts, nous allons demeurer dans la parité. On n'a pas de possibilité de nous en sortir parce qu'on va nous dicter les lois de l'extérieur. C'est ça la chose aujourd'hui. Mais nous pouvons faire des grandes choses si nous donnons beaucoup d'intérêt à ce secteur que j'ai appelé un secteur particulier d'avantage comparatif de développement qui est le secteur agropastoral. Et justement, dans ce tableau pas très reluisant pour les Camerounais, comment est-ce que le Cameroun réussira-t-il à mesurer les prix à la consommation? Est-ce que l'inflation est revenue pour partir ou est-elle partie pour durer? Il y a des mesures étatiques qui peuvent être prises, par exemple les subventions. On en a parlé là, on peut subventionner certains secteurs, comme il parlait du secteur pétrolier à la pompe, parce que c'est très important. Une fois la logistique est touchée, c'est fini. Personne ne pourra plus vivre, ni vous, ni moi. C'est très très difficile. Vous savez que tout cela a une insistance sur quoi? Sur les ménages. C'est vous et moi qui souffrons. Comment maîtriser cela? Je vous assure que le problème premier aujourd'hui, ce sont les céréales. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Lorsque nous allons commencer à développer des farines à base de tubercules que nous produisons aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, nous allons résoudre ce problème au moins à 70%. Il y a la possibilité. Nous ne sommes pas obligés de consommer le pain à base du blé ou quoi que ce soit. Il y a des tubercules comme le manioc, il y a le macapo, il y a les ignames, la patate. Je vous redis que grâce au secteur agricole seulement, le Cameroun a fait une croissance de 2 chiffres dans les années 80. Donc cela veut dire que cela est possible. Rien n'a changé entre-temps. Et les Camerounais sont en train de vouloir s'investir de plus en plus aujourd'hui. Dieu merci à quelque chose de malheur. Bon, que cette crise est venue, je pense que les présidents africains auront vraiment la taille et le courage de s'investir sur le domaine agricole, surtout dans sa transformation. Parce que vous voyez, les gens sont dans le domaine agricole, mais la transformation qui apporte de la plus-value, qui puisse produire encore plus de revenus localement, des capitaux ici, nous sommes en arrière un peu. Nous ne produisons pas camerounais nécessairement. Tout va ailleurs, sous forme de produits de première nécessité, des produits qui ne sont pas encore transformés. Et là, nous sommes des très grands perdants. Vous voyez, nous transportons tous nos plantains autres à la frontière, les marchés transfrontaliers avec le Gabon et autres. C'est là-bas que ça se passe. Vous avez à Yaoundé, le manioc coûte 500 000 francs. Et pourtant, que tout le manioc qui est au Gabon, en Guinée, se produit au Cameroun. Donc, c'est un problème où l'État va aussi savoir faire des barrières pour l'export des produits vers d'autres pays. D'abord, le bien-être doit être camerounais. Est-ce qu'on a satisfait les besoins des Camerounais? Oui, on les a satisfaits. Maintenant, on peut penser à donner aux voisins. Est-ce que ça n'entraverait pas le caractère très diplomatique du Cameroun et puis sa réputation de grenier dans la sous-région Afrique centrale? Je pense que nous leur donnons déjà beaucoup d'indices parce que nous produisons 50% nous seuls le PIB. Ce qui fait en telle sorte la monnaie, si elle est bonne aujourd'hui, bien côté le franc CFA, c'est grâce au Cameroun. Parce que nous apportons à nous seuls 50% du PIB de la sous-région. Donc je pense qu'il faut d'abord s'aimer. La bonne volonté, la bonne charité commence par soi-même. Il est hors question. C'est ce que la Russie est en train de montrer au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord voir les intérêts du peuple russe, les intérêts du peuple camerounais. Avant de voir après qu'est-ce qu'il y a à faire pour les autres personnes. Moi, je pense que c'est ça. C'est un ancien étudiant d'une université russe qui parle. Oui, Luc Rostam Bangay peut-être s'appuyer sur le secteur agro-pastoral, alors que la tendance peut-être plus sage serait de développer nos secteurs secondaires et tertiaires. Comment est-ce qu'il faut échelonner ça pour pouvoir retrouver quelques points sur le plan économique, macroéconomique? Voilà, d'accord, je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord revenir sur les causes de l'inflation parce qu'il faut qu'on les comprenne. D'accord. Généralement, on a deux causes d'inflation. On a des causes monétaires et des causes non monétaires. Donc, les causes monétaires, c'est qu'à un moment donné, la Banque centrale a peut-être beaucoup émis de la monnaie dans le circuit économique et par effet multiplicateur de cette monnaie-là, les prix commencent à augmenter. Ça, c'est une inflation d'origine monétaire. C'est d'ailleurs pour ça que le célèbre économiste Milton Friedman avait pour coutume de dire que l'inflation est toujours et partout un phénomène d'origine monétaire. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, l'inflation peut être aussi d'origine non monétaire. C'est-à-dire ça peut provenir, n'est-ce pas, de la hausse des coûts de production, par exemple. Ça peut provenir d'un choc négatif externe, comme actuellement. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est un choc négatif externe qui a brisé les chaînes
d'approvisionnement. Ces chaînes d'approvisionnement sont devenues, la logistique est devenue coûteuse. Ça fait donc que ces produits viennent ici un peu plus chers parce que nous sommes un pays d'abord importateur, essentiellement importateur en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne beaucoup de biens et services. Donc actuellement, on a une conjoncture qui fait en sorte que cette inflation peut être expliquée plus par les coûts, c'est-à-dire une inflation importée qu'une inflation monétaire, parce qu'entre-temps, la BEAC n'a pas beaucoup facilité l'émission monétaire. On peut se rappeler quand même qu'après la Covid-19, pour permettre à l'économie de se relancer, la BEAC avait quand même relâché un certain nombre de conditions d'obtention, n'est-ce pas, des crédits pour les banques centrales. Les banques centrales, la CEMA pouvaient aller à la BEAC, se refinancer à des taux un peu plus bas. Ça, c'était pour relancer l'économie après la Covid-19. Mais actuellement, ils ne peuvent plus continuer de se permettre cela parce que l'inflation étant, ils ne peuvent plus continuer à mener une politique monétaire expansionniste. Donc, ils sont obligés de resserrer les taux. Comme l'a resserré les taux, la Banque centrale européenne, au mois de septembre, même la Banque centrale européenne a resserré ses taux afin que le crédit soit rare et que l'inflation puisse, au niveau macroéconomique, se stabiliser. Sauf que le risque qui est là, c'est que la BEAC ne peut pas continuer à resserrer les taux jusqu'à un certain niveau. Parce que si elle resserre les taux, elle risque de déprimer le semblant de croissance, la nouvelle croissance qui est en train de repartir dans certains pays, notamment le Cameroun. Donc il faut qu'elle trouve le juste milieu, un savant dosage, c'est-à-dire resserrer la politique monétaire et les taux des directeurs à un taux qui permet à la fois de juguler en partie l'inflation que nous avons et en même temps de permettre que les investisseurs continuent à investir et soient optimistes pour le futur. Donc c'est cet équilibre-là qui va permettre que, n'est-ce pas, la BEAC mène une politique monétaire efficace. Peut-être des mesures prises par la BEAC et en retour, quelle attitude devra adopter le Cameroun? Bon, maintenant, au niveau de l'État, il y a des ministères qui sont au front, notamment le ministère du Commerce, qui, a essayé de négocier déjà, qui encadre les prix, notamment le prix du ciment, le prix du blé. Actuellement, le ministère du Commerce est en concertation avec la plupart de ces producteurs, soit les meuniers, c'est-à-dire ceux qui font dans la production de blé, avec les producteurs de ciment, pour essayer de contenir les prix. Ça marche tant bien que mal, mais c'est que sûr, quand le prix du pain a augmenté, ça n'a pas trop augmenté. C'est vrai que c'est quitté de 100 francs, 125, mais vous voyez, ce n'est pas exagéré jusqu'à présent. Mais on ne va pas continuer comme ça à long terme. Ça, c'est clair. Donc, si on se revient à votre préoccupation sur est-ce qu'il faut booster le secteur agricole, s'appuyer dessus, je dirais d'abord oui, il faut s'appuyer dessus. Vente affamée n'a point d'oreille. Mais actuellement, il faut chercher l'instrument qui va permettre au secteur agricole de démarrer véritablement. Oui. Cet instrument-là, c'est l'industrie. C'est la mécanisation. Il faut mécaniser l'industrie agricole. C'est ça le jeu, c'est là le nœud. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on va produire sur des hectares avec la machette, avec la houe. Vous voyez nos mamans, comme parfois au village, comment elles sont souvent courbées, elles ne peuvent pas produire. Donc, s'il faut produire à grande échelle, il faut donc une industrie qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir des tracteurs, d'avoir tous les instruments, n'est-ce pas, nécessaires pour pouvoir booster la production agricole à un niveau un peu plus élevé que ce que nous avons actuellement et ne plus dépendre, n'est-ce pas, des importations de biens alimentaires venant de l'extérieur. Donc, ça veut dire que quoi? Étant dans un monde où les gens ne veulent plus attendre, donc il faut toucher le secteur de la mécanisation agricole, c'est-à-dire nos ingénieurs sortis de Polytechnique, sortis de Polytechnique Yaoundé, Douala et autres, c'est le moment pour eux de démontrer qu'effectivement, ce qu'ils ont appris, n'est-ce pas, à Polytechnique, ils peuvent nous fabriquer des machines. Parce que l'importation des machines, vous avez des tracteurs qui coûtent 10 millions, qui coûtent 20 millions. Imaginez-vous l'incidence de ça sur notre balance de paiement à chaque fois. S'il faut acheter le tracteur, regardez, 475 000 km², s'il faut vraiment faire ces projets maïs, ces projets manioc, vous voyez, ça ne va pas permettre à l'économie de se développer. On va continuer à plomber la balance de paiement. Donc il faut que nos ingénieurs apprennent que les sources, les instruments mécaniques, les machines qui vont permettre de développer l'agriculture, c'est eux-mêmes qui vont le penser. C'est eux-mêmes. Si l'Inde arrive à développer son agriculture, parce que c'est des ingénieurs indiens qui ont développé les tracteurs. Sonalika, c'est une marque indienne, c'est parce que c'est eux-mêmes là-bas. Donc, ne croyez pas qu'il va falloir toujours importer ces biens-là. Donc, nos ingénieurs
Ils vont pas dire, bon, je ne pense pas qu'ils pensent que je tire sur eux, mais c'est le moment pour eux, n'est-ce pas, de penser, n'est-ce pas, à mécaniser notre agriculture et avec des instruments adaptés, n'est-ce pas, à nos conditions climatiques. Justement, je reviens à vous, Boutouze. Quelle posture devait avoir le consommateur camerounais? Est-ce qu'il va perdre son pouvoir d'achat? Est-ce que la hausse des prix sera généralisée et durable? Quelle posture est-ce qu'il doit avoir? Oui, déjà pour parler d'inflation, c'est qu'il y a une hausse soutenue. C'est-à-dire on ne peut pas arriver au marché en une semaine et on a une petite hausse et on parle d'inflation. On parle d'inflation lorsque cette hausse est soutenue pendant une certaine période. Ça veut dire que cette hausse étant donc constante, nous parlons donc d'inflation aujourd'hui. C'est depuis fin 2021 que des gens ont commencé à sonner l'alerte sur le panel aménagère qui subissait les coûts de la hausse. Donc ça veut dire que nous sommes vraiment de manière graduelle, nous subissons cette inflation-là. Mais vous parlez du consommateur camerounais, je voudrais dire aussi que effectivement, il faut questionner aussi le consommateur camerounais parce que nous achetons des produits parce que nous avons un besoin. Et lorsqu'on a faim, le besoin, c'est de manger. C'est ça le besoin. Voilà, ça veut dire que si vous avez le macabo râpé avec n'importe quelle sauce là, vous mangez, vous n'avez plus faim, vous avez satisfait le besoin. Mais maintenant, si vous voulez manger des filets de capitaine, là, ce n'est plus un besoin, on appelle ça maintenant un désir. Or, les Camerounais sont plus dans les désirs que dans des besoins. Et c'est pour ça que ils sont plus portés vers des produits de l'importation. Parce que on n'a pas besoin pour satisfaire le besoin de famine, de manger du saumon fumé. Moi, je m'amuse, j'étais chez un frère qui a ouvert une cave quelque part ici à Yaoundé, où on vend des vins et des boissons. Il disait, lui, dans sa cave, il ne va vendre que des vins importés et il ne vendra pas les bières, les Guinness, des brasseries. Mais, curieusement, au moment où il me le disait, j'ai remarqué que dans son frigo, il y avait des Heineken, des 1664. Alors je lui ai dit, mais comment tu dis que tu ne vas pas vendre les bières qu'on fabrique au Cameroun, mais tu vends des bières qui sont importées? Voilà l'attitude même du consommateur camerounais. Et si cette attitude diminue, nous allons diminuer peut-être de 30% nos importations. Parce que toutes les importations que nous faisons là, ce sont des importations oisives qui permettent aux gens, non pas de solutionner des besoins, mais de solutionner des désirs. Alors, c'est pour ça que vous verrez que vous amenez des jeunes au restaurant aujourd'hui, ils vont choisir de consommer un hamburger, de la pizza, toutes ces choses-là qu'il faut faire avec du blé, mais ils ne consommeront jamais quelque chose qui est fait ici, là. Ils ne vont jamais dire, faites-moi un plat de haricots avec le poulet qu'on prépare chez nous, là, de coq, voilà. Donc, ça veut dire que nous subissons l'influence des produits extérieurs de nous-mêmes, parce que nous sommes un peu, entre guillemets, un pays de snob. Alors, si nous baissons un peu notre snobisme, je crois que nous pouvons déjà réguler ces importations qui nous coûtent excessivement cher. Parce que quand vous allez à Carrefour, là, regardez tous ces produits qui sont vendus là-bas à Carrefour. Et vous voyez comment, oui, sans publicité, bon, disons supermarché lambda, et vous allez voir comment des gens viennent les acheter en grande quantité. Alors, mais si nous avions le citoyen camerounais qui préfère consommer ce qu'on ne produit pas et délaisser ce qu'on produit, mais moi j'ai vu, je suis passé devant la SCB vers la Camère hier, j'ai vu qu'on a versé des sacs et des sacs d'oranges qui ont pourri. Ça veut dire que, et aller dans la plupart des marchés hors de Yaoundé et de Douala, vous allez voir que le soir, il y a des mamans qui abandonnent des produits au marché, ils sont partis avec ça au village, ils n'ont pas pu vendre. Mais au même moment,
allez dans les boutiques, vous allez voir les oléagineux, les sardines, les spaghettis et tout ça qui sont en grande masse. Il faut que le comportement du consommateur camerounais change d'abord. Et je ne sais pas si il faut y mettre quand même un peu de volonté politique pour éduquer les masses à comprendre que nous devons de façon péremptoire d'abord consommer ce que nous produisons. Et si éventuellement ce que nous produisons ne nous permet pas d'avoir un équilibre alimentaire, alors nous pouvons maintenant faire recours à ce que les autres consomment. Mais c'est totalement l'inverse aujourd'hui. Je voulais rapidement revenir. En 2 mots. Oui. Moi, je crois que les économistes, moi je n'ai rien contre les théories des économistes. Hein. Oui, l'inflation peut être d'ordre monétaire, mais moi je vois que l'argent se fait même de plus en plus rare. Normalement, si l'argent se fait de plus en plus rare, la demande devrait normalement baisser. Et si la demande baisse, normalement, les prix devraient accompagner la baisse de la demande. Mais je ne comprends pas comment il y a de l'inflation dans une perspective où l'argent, moi je trouve que l'argent se fait vraiment rare. Hein. Mais vraiment, il peut nous expliquer comment on peut avoir dans une on va permettre à François de réagir par rapport à cette préoccupation de Mbutuze. Il a l'impression que l'argent se fait de plus en plus rare. C'est vrai qu'on a le phénomène des pièces qui ont quasiment disparu. Et il devient très difficile de faire un achat aujourd'hui et de se faire rembourser sa monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Il a parlé de ça maintenant, Rostand, il a parlé de la masse monétaire en circulation. C'est là, sur nous, l'inflation peut aussi apparaître. Selon, comme M. est en train de dire, beaucoup de nos confrères, nos experts, les économistes sont restés un peu dans la théorie, en fait, dans les universités, mais sur la pratique, très peu font réellement l'économie réelle. Alors, pour vous dire que lorsqu'il y a déjà rareté, donc il y a eu export de l'argent, donc c'est sorti. On n'a pas voulu l'exporter, mais les gens sont partis avec de l'argent qui était utile pour l'équilibre monétaire dans le pays. Voilà, les gens qui détournent, les deniers publics aussi, qui exportent, qui sortent aussi avec l'argent de façon frauduleuse, créent aussi cette inflation. Réellement, l'inflation, la définition est souvent très simple. J'aime la définir comme ceci. Tu as acheté, c'est lorsque l'argent perd sa valeur. D'autres parlent de la flambée des prix, mais oui, mais c'est lorsque réellement l'argent perd sa valeur. C'est ça qu'il était en train de dire. J'achetais avec 2 pièces de 100 francs cette bouteille. Avant. Maintenant, je l'achète avec 4 pièces de 100 francs. L'argent devient rare. Mon salaire n'a pas changé, mes revenus n'ont pas changé, mais tu sors maintenant 400 pour boire la même bouteille, tu comprends que le panier là, ta poche, devient de plus en plus légère. Donc, ce qui a lieu maintenant est de réduire la consommation. Les gens ne peuvent plus aller au même rythme de vie. Il est temps aujourd'hui que les gens baissent leur rythme de vie. C'est normal. Vous le voyez dans tous les pays. On demande aux gens, prenez un vélo, garez les voitures. Parce qu'il n'y a pas de magie à faire. C'est une situation qui sera durable. Je pense qu'aujourd'hui, ça part des céréales, ça attaque tous les secteurs. Regardez les prix des billets d'avion aujourd'hui. C'est la catastrophe. Franchement, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, tu cherches un billet d'avion, tu demandes que tu es en train d'aller au bout du monde ou bien au ciel. Donc, il y a interconnectivité de tous ces secteurs qui fait en telle sorte que réellement, nous sommes obligés de développer les secteurs que nous avons comme avantage comparatif de développement. On ne peut pas les oublier. Tous les pays font usage de cette méthode-là. Ils vont toujours développer les secteurs qui les sont propices à une croissance facile, à faible investissement et à bon coût pour les populations. Et justement, dans vos ouvrages, vous qui êtes un auteur en la matière, vous évoquez, vous en avez 9 à date, vous évoquez certaines de ces solutions, en plus de celles que vous avez évoquées sur ces plateaux. Quelle autre solution serait salutaire pour que le Cameroun sorte la tête de l'eau, du moins dans la sous-région? Nous avons parlé, il a parlé, il y a un expert management qui est là. Je pense que nous n'allons pas c'est pas un secret pour le Chanel. On a un pays qui a des ressources énormes. Quand je parle des ressources, je ne parle pas des ressources naturelles, je parle des ressources humaines, je parle des ressources naturelles, je parle des ressources financières. Ça dit tout, nous les avons. Mais nous avons un sérieux problème de la gestion de ces ressources-là. Et c'est ce qui freine la productivité. Parce que je veux dire, c'est un problème de productivité, en fait, qui porte la croissance.
on n'utilise pas bien notre ressources humaines pour la transformer en capital humain. Si vous voyez mon dernier ouvrage là, je parle du capital humain pour les pays avec économie de transition. Je les appelle les pays avec économie de transition. On nous a dit longtemps que ce sont les pays sous-développés. Je n'aime pas cette terminologie-là. Elle est vraiment très négative. Nous sommes en voie de transition. Nous sommes en train de transiter d'un point à l'autre. Donc cela veut dire qu'il y a la transformation des ressources humaines aujourd'hui en capital humain. C'est une thématique trop sensible, mais elle est réelle. Tout ce qui est ressources n'est pas toujours capital. Vous évoquez les 13 C de l'économie moderne. Les 13 C de l'économie, c'est-à-dire que des étapes obligatoires pour réellement mener une économie forte et efficacement. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous venez à Ezeka, dans mon natal, vous dites que vous voulez construire une école, parce que je veux un peu parler du CETIC. Un CETIC, dans un village, peut-être je ne fais pas la publicité, Mwanda, vous n'allez pas d'abord faire les études, combien de populations il y a dans ce village qui vont à l'école, quel est même le nombre total de ces populations, est-ce que ces populations ont besoin d'une institution CETIC comme cela, mais vous voyez que l'État va investir, l'État en a investi énormément dans beaucoup de créations d'écoles comme ça, à cause du politicien, moi je disais tantôt, et les écoles là aujourd'hui, institutions, sont abandonnées. Tout ce que l'État a mis là-bas, c'est un mauvais investissement. Donc avant tout, il faut d'abord créer les ressources nécessaires pour accueillir ces institutions, voir si réellement elles sont efficaces pour cet investissement et enfin amener cette institution sur pied. On a vu des établissements, on a créé, il n'y a pas de salle de classe. Je me demande si on est en train de blaguer. On a vu des centres multimédia sans connexion Wi-Fi. Donc vous comprenez qu'il y a cela, c'est la première chose, la gestion efficace des ressources de ce pays. Le reste viendra après. Le secteur agro-pastoral, tout le monde sait, on connaît les secrets. Il a parlé de la mécanisation, je vais sortir par là. Aujourd'hui, vous savez, personne ne met l'accent sur la mécanisation. Mais je vais te dire, je vais vous dire sans toutefois faire la publicité, il y a un jeune, mais je vais le dire parce que le chef d'État l'avait primé. Il a eu le premier prix, je pense, à Obolova, un jeune des ECA, à l'agro-commissaire agro-pastoral. Alors, il me dit qu'il aurait reçu 15 millions de chef de l'État, mais à Ezeka, il aurait obtenu 150 000 en tout. Alors, vous voyez ce qui se passe. Il a Ezeka, il crée la surplace des égreneurs. Si vous arrivez, venez visiter. Il a près de 6 brevets d'invention internationaux. Lui, là, Ezeka, mais personne ne l'utilise, ni l'autorité locale communale pour le développement de l'agriculture, pour la transformation de produits, ni l'autorité centrale, si le chef d'État l'avait récompensé et que ceux qui méritent ont retiré ça en route, mais il est là. Il fait des miracles. Une graineuse où tu mets un maïs totalement, l'épine sort de son côté, les graines servent de l'autre côté, et puis je vous dis que des miracles. Mais il n'est pas ingénieur. Autodidacte. Il a fait du learn by doing. Pour cela que nous devons développer aujourd'hui dans l'un de mes ouvrages aussi, je parle des différentes formes d'éducation aujourd'hui. Formal education, non-formal education, and informal education. Nous sommes dans le formel, la diplômite. C'est ça qui fait parler aujourd'hui au Cameroun. Mais nous sommes en train de rentrer en arrière. Tant que lui, il est là, je suis sûr que même un ingénieur calé ne peut pas faire ce qu'il fait pour ce secteur. Le gros Mbangue, vous, quand vous regardez à l'horizon, dans ce contexte où le comité de politique monétaire annonce des voyants au rouge, qu'est-ce que vous voyez à l'horizon pour le Cameroun qui s'achemine petitement vers la ZLECAf? Oui, le docteur Tonnier très engagé, très motivé. Très passionné surtout. Très passionné même, voilà. Il a beaucoup de volonté, mais il faut ramener quand même les choses dans le contexte camerounais, dans le contexte de la CEMAC, et tenir compte, n'est-ce pas, des habitudes. Bon, il a parlé des élites qui capturent des projets et qui parfois ne sont pas peut-être productifs pour la zone. Bon, dans sa perspective, c'est pas productif, mais dans la perspective de l'élite politique, c'est aussi, ça peut être productif. Donc, peut-être que lui, l'élite a grandi il allait à l'école à 10 km. Il s'est dit, voilà, maintenant que je suis aux affaires, il ne faudrait pas que mes petits frères aussi aillent à l'école à 10 km de la maison, comme moi. Donc, il y a des motivations politiques qu'il faut prendre en compte. Donc, au niveau maintenant des perspectives, l'horizon, à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement réduire la dépendance du pays membre de la CEMAC
des importations, il faut la réduire. Pour ça, il faut avoir un plan. Chaque pays de la CEMAC a au moins un plan. Au Cameroun, nous avons le plan, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Au Gabon, je crois qu'il y a Gabon 2025 qui va s'ajouter avec Gabon 2030 et autres. Donc, est-ce qu'il y a harmonie dans le développement de la région. Donc, il faut bien harmoniser ces différents plans-là, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun. Il faut bien harmoniser ça avec ce qu'on appelle actuellement les projets intégrateurs. Oui. Ça, c'est pour ce qui concerne les structures. Maintenant, ce qui concerne la productivité, c'est deux choses. C'est la productivité de l'humain, du travailleur, celui qui va au travail chaque jour, par heure, qu'est-ce qu'il produit. C'est la productivité de la machine qu'il utilise. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour booster la productivité des Camerounais, la productivité des autres travailleurs dans la CEMAC? Il faut insister là-dessus. C'est le capital humain, comme il a parlé. Alors, il a dit quelque chose de très intéressant. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas ingénieur arrive à fabriquer des graineuses? Ça signifie qu'on doit revoir la notion d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas seulement d'aller à l'école, avoir des gros diplômes et autres, mais c'est la capacité, n'est-ce pas, à concevoir, n'est-ce pas, des outils qui peuvent être matériels comme immatériels, qui permettent de résoudre un problème bien précis. Donc, une fois qu'une personne a cette capacité-là, il faut lui donner sa chance de travail, que ce soit en entreprise, que ce soit... On a adopté le système anglo-saxon. C'est-à-dire un système où on te demande, oui, tu as des diplômes, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est en fonction de ça qu'on doit recruter, en même temps dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques. Parce qu'aujourd'hui, la productivité est basse. Pourquoi? Parce que parfois, quelqu'un crée une entreprise privée. Mais il associe à la fois ses cousins du village, ceux de son ennemi, ceux qui parlent la même langue. Et après 3 ans, ou après 3 mois, l'entreprise a complètement disparu. Parce qu'il n'associe pas des gens qui sont compétents pour faire le job. Dans le public, on peut retrouver les mêmes situations. Ouais. Donc, il faut mettre des gens qui ont la capacité, n'est-ce pas, de résoudre le problème. Et lorsque quelqu'un a la capacité de résoudre le problème, plus il travaille, comme on parle de learning by doing, il s'améliore. Il augmente sa productivité lui-même et il améliore la productivité des autres parce qu'il peut changer d'entreprise. Et une fois qu'il change d'entreprise, n'est-ce pas, les autres le voyant faire, copient les bonnes pratiques. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, l'humain, n'est-ce pas, il y a donc des externalités positives qui entraînent toute l'économie. Donc il faut penser d'abord à développer l'homme. Est-ce que l'homme, tel le Camerounais, qu'on le voit, le travail de la CEMAC, est-ce que dans son mindset, dans son attitude, est-ce qu'à la fin de la journée, il doit se dire, est-ce que j'ai fait combien depuis l'ovaire si je fabrique des produits? J'ai fait combien? Et demain, il faut que je fasse encore mieux. Une amélioration continue. Parce que c'est l'homme qui développe, c'est pas... On va peut-être faire rebondir l'expert en management sur la question, la culture de la compétence qui fait peut-être défaut au Cameroun. On a vu de nombreux projets se casser la figure comme ça, alors qu'il y avait bien sûr la ressource humaine, mais au niveau du leadership et même des managerial settings, ça coinçait. Est-ce qu'il faut peut-être mettre à jour de nouveaux paradigmes? Oui, enfin, je crois que sur le plan de la régulation, l'État, à travers les lois de 2017 et récemment encore 2020 sur les entreprises publiques, a essayé de donner le cadre dans lequel ces structures devraient fonctionner, mais seulement, il faut relever que ces lois ne sont pas appliquées. Je ne sais pas s'il faudrait encore attendre des décrets d'application quand la loi existe déjà. Bon, voilà. Donc, mais par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui porte essentiellement sur l'inflation, et comment trouver des solutions pour que... des solutions durables, surtout. Oui, pour que nous ne connaissons pas cette inflation qui peut même basculer à une crise économique après. Je vais d'abord remarquer qu'au Cameroun, le secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture, est un secteur qui est laissé pour compte à tous les niveaux. Hein. Vous allez voir que lorsqu'on fixe les salaires minima, c'est toujours dans le secteur primaire, là, c'est vraiment les salaires les plus bas par rapport au secteur tertiaire qui est le secteur des services. Ce que je vous dis là, c'est à tous les niveaux. Parce que, or,
la plupart des milliardaires au Cameroun viennent du secteur tertiaire et du secteur secondaire, c'est-à-dire c'est des gens qui vendent soit des services, soit alors qui vendent des produits marchands. Or, les devises qu'ils ont besoin pour pouvoir faire ce commerce sont tirées des efforts de ceux qui sont dans le secteur primaire. Vous voyez donc, les gens au village cultivent le cacao, le café, le coton, la banane. Ils vendent dans le marché extérieur, ça produit les devises. Mais ceux qui font la spéculation dans des produits marchands, ils prennent ces devises et ils s'en vont acheter le lait, les biscuits, toutes sortes de babioles à l'extérieur avec les revenus du travail de la terre, et ils viennent les vendre plus cher. Vous voyez, c'est une forme d'exploitation qu'il ne faut pas tolérer. Et moi, j'ai souvent pensé que l'État devrait avoir un droit de regard sur la nature du réinvestissement de ce que les gens gagnent dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire. Est-ce que celui qui importe du poisson et qui le revend, est-ce qu'il devrait d'abord bénéficier des subventions de l'État? Et s'il bénéficie des subventions de l'État, qu'est-ce qu'il fait pour que le poisson dans les 5 prochaines années ne soit plus importé à 90%, mais que ça soit développé sur place? Vous ne pouvez pas, par exemple, donner des subventions à des hommes d'affaires pour importer du poisson sur 20 ans, et on n'a pas vu un investissement qui leur permette de commencer à produire même 20% du poisson consommé au Cameroun. C'est qui a un problème? Moi, je pense qu'ailleurs, les États sont allés jusqu'à nationaliser des entreprises privées. Hein. Alors, on ne va pas dire qu'il faut nationaliser, mais moi, je pense quand même que l'État devrait quand même donner une orientation. Lorsque vous avez pris de l'argent dans le secteur tertiaire, vous devez le réinvestir pour pouvoir avoir la capacité de diminuer minimalement seulement nos importations. Parce que quand une maman a vendu la tomate ou bien le manioc ou le plantain au marché en ville, qu'est-ce qu'elle va acheter? Elle va acheter un téléphone, elle va s'acheter du crédit, et regardez le coût du téléphone par rapport au coût du plantain ou du manioc qu'il est venu vendre. C'est totalement le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'elle fournit tout cet effort pour venir acheter un téléphone qui n'est pas fabriqué au Cameroun, pour acheter du crédit. On ne peut pas mesurer le degré d'utilité, les économistes appellent ça l'utilité marginale de ce crédit de communication qu'elle achète. Si ce n'est que par snobisme de savoir aussi quand elle va aussi rentrer au village, je vais aussi me placer à la cour et je vais appeler les gens de gauche à droite, on va aussi dire que moi aussi j'utilise le téléphone portable. Mais est-ce qu'il y a une réelle utilité marginale par rapport à l'activité de cette maman qui fait l'agriculture pour venir maintenant acheter les babioles en ville? Maintenant, lorsque ces gens qui prennent dans nos devises, qui viennent de la terre et de notre sous-sol, lorsqu'ils viennent capter toutes ces ressources après, qu'est-ce qu'ils en font après? D'ailleurs même, qui sont ces investisseurs-là? Sont-ils des nationaux? Et lorsqu'ils ont capté cette ressource, qu'est-ce qu'ils en font? Aujourd'hui, j'ai entendu que il y a des entreprises de téléphonie mobile qui vont aller dans la finance. C'est-à-dire qu'ils vont faire la téléphonie mobile et lorsqu'ils veulent transformer l'activité, ils vont directement dans la finance. Pourquoi ils ne peuvent pas dire nous on va investir 50 milliards sur la production du riz sur les 10 prochaines années? Des questions peut-être auxquelles le docteur Ngantonié pourrait répondre, surtout qu'en ce moment, le climat international est marqué par cette brouille au plan économique ou en tout cas au plan des idées entre une partie de l'Europe, l'Italie par exemple, et la France. Sur le plan économique, l'Italie qui estime que la France tire
de gros profits de l'Afrique, à la limite même a servi l'Afrique à certains égards, notamment au plan de la monnaie, au plan énergétique au Niger, avec des exploitations ça et là. Comment est-ce que la sous-région et même le Cameroun peuvent tirer profit de cette atmosphère délétère ou en tout cas délicate entre la France et l'Italie, par exemple? Vous savez, c'est une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque les gens soulèvent chaque jour cette colonisation monétaire, si je peux l'appeler comme ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut jamais être réellement indépendant, on ne peut pas être un pays qui veut se transposer d'un statut A à un statut B, sans toutefois avoir une liberté monétaire. Parce que je veux dire que la monnaie, la valeur de la monnaie est définie par la production, par la croissance économique. Mais tant que tu es toujours dans la parité, on te dit, tel que soit que tu as produit, on te dit que ton franc CFA sera égal à 0. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la réalité de la notion de l'économie. Est-ce que ce n'est pas là peut-être le nœud où on pourrait trouver la solution au problème d'inflation? Bien sûr, ça c'est même le problème premier aujourd'hui. Quitter le franc CFA. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'inflation, l'inflation est généralisée dans la schéma. Si vous voyez au niveau du Cameroun, elle n'est pas la même qu'au niveau du Tchad, qu'au niveau de la RCA. Vous comprenez que nous sommes en train de subir à cause du fait qu'on a une monnaie sous-régionale qui est le franc CFA. Je veux dire qu'on a été dévalué dans les années 90, faisant 2 chiffres de croissance de PIB. Mais il n'y a pas raison de dévaluer la monnaie d'un pays qui est en croissance de 2 chiffres. C'est-à-dire à partir de 10, on n'arrive même pas à dépasser 5 aujourd'hui. Mais on était obligé, pourquoi? Parce que nous sommes dans une même monnaie avec les autres pays dont la croissance était un peu... ça balbonnait un peu. Donc, je pense que le problème, je vous le dis, monétaire, d'avoir sa propre monnaie, est assez indispensable. Mais, qu'est-ce qui donne la valeur de la monnaie? C'est la production, la croissance économique. Et qu'est-ce qui apporte cette croissance? Il faut travailler. Je vous ai dit qu'il faut produire camerounais. Il a parlé de ça maintenant. Je sors par là. Il a dit, et vous comprenez que c'est un gestionnaire de classe, il a dit que, et Poutine l'a fait, laissez-moi sans publicité, il a obligé à certains milliardaires russes, quand il y a des grands projets nationaux, vous venez investir, vous voulez ou vous ne voulez pas. Ils ont investi, par exemple, pour la Coupe du Monde, vous avez vu comment la Coupe du Monde s'est passée. Il obligeait à des milliardaires de construire un terrain. Oui. Tu construis un hôtel 6 étoiles. Et tout le monde l'a fait. C'est pour le développement de la nation. Parce que ces grands milliardaires-là reçoivent des grandes subventions de l'État. Il faut réinvestir dans la société pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'accès à ces subventions puissent en bénéficier d'une certaine manière indirecte. Vous partagez ce point de vue, Luc Rostand. Bangui, le Cameroun, pour tirer son épingle du jeu et véritablement impulser son développement, devrait, entre guillemets, se nationaliser. On ne va pas revenir en arrière. On était déjà dans une économie qui avait pour cheval de bataille l'État. Dans les années 70, c'est l'État qui était le principal entrepreneur. On a changé de paradigme. On a un paradigme où c'est le secteur privé qui doit tirer la croissance. Et quand on dit secteur privé, ça signifie que les capitaux sont aussi privés. Oui. Et vous savez, nous sommes depuis les années 1980 dans un monde où il y a la globalisation financière. Les capitaux peuvent venir de partout. Il est difficile, avec l'influence des États-Unis, de l'Angleterre sur le monde financier, d'empêcher qu'un investisseur vienne du Brésil, qui vient de Chine pour venir investir chez nous. Oui. D'ailleurs, il y a une loi depuis 2013 sur les investissements privés au Cameroun qui essaie d'attirer. On a même eu une conférence sur le Cameroun, terre d'opportunité. Ça signifie que, d'une part, on ne peut pas se défaire des capitaux étrangers. Profitez, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas nationaliser complètement les entreprises camerounaises, d'accord? Mais il faut trouver un moyen pour que les nationaux, n'est-ce pas, soient les champions. C'est-à-dire que les entreprises nationales et privées, à leur tête, que ce soit vraiment des nationaux, même si les capitaux ne sont pas nécessairement
venu du Cameroun. Du Cameroun. Ouais. Et c'est sur ce mot de fin, j'y arrive, que nous mettons un terme à cette édition du débrief, peut-être avec des citations qui vont nourrir la réflexion ce soir. L'homme en inflation, comme la monnaie se dévaluera. Et une autre, l'inflation, impôt pour les pauvres, prime pour les riches, est l'oxygène du système. On laisse ces deux citations à votre gouverne pour pouvoir continuer cette soirée, bien sûr, en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent avec juste derrière la pub. Le grand journal, le 19h50, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Merci de nous avoir suivis. Demain, Lille Piedjou prend la main avec une autre édition du débrief. Ce sera avec une autre thématique tout aussi d'actualité. Bonsoir. On n'a pas dit merci. Sur Canal 2 International.